La première chose que j'ai entendue quand mon ouïe est revenu, c'était la voix de mon propre fils, disant que j'étais trop vieille pour prendre soin de moi-même. J'étais là, à quelques mètres de lui dans le salon de ma maison en pierre, aux abords de Dijon, faisant semblant de feuilleter un magazine pendant qu'Étienne et Claire discutaient dans la cuisine en pensant que je ne pouvais rien entendre. Pendant 28 jours, j'avais vécu dans un silence profond et effrayant, une surdité soudaine que les médecins ne parvenaient pas à expliquer et qui m'avait fait croire que ma vie changeait à jamais. Mais en cet après-midi pluvieux d'octobre, alors que le vent froid secouait les vitres et que les feuilles dorées de l'automne recouvraient le jardin où mon défunt mari Henri cultivait des roses, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'étais assise dans le fauteuil en velours bleu du salon, celui qu'Henri m'avait offert pour notre 30e anniversaire de mariage et qui porte tant de souvenirs de nos 52 ans ensemble, quand soudain j'ai entendu le bruit de la pluie frappant le toit. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une porte qui était verrouillée depuis des semaines. Mon cœur s'est emballé. J'ai fermé les yeux et j'ai entendu le vent, le grincement du vieux bois de la maison, le son lointain d'une voiture passant sur le chemin de gravier. Mon ouïe était revenue. Complètement. Mais quelque chose m'a empêché de crier de joie, de courir jusqu'à la cuisine pour l'annoncer à mes enfants. Quelque chose dans l'atmosphère de cet après-midi, dans la façon dont ils parlaient à voix basse, presque en chuchotant, m'a fait rester silencieuse et simplement écouter. Et puis, j'ai entendu la voix d'Étienne, mon fils aîné, celui qui a toujours tant ressemblé à son père, disant avec une froideur qui m'a coupée comme une lame tranchante qu'il était peut-être temps de penser à me placer dans une maison de retraite. Claire, ma fille cadette, celle que j'avais bercée dans mes bras quand elle était bébé et qui pleurait chaque fois que je m'éloignais, a répondu que oui, que je n'avais plus la capacité de vivre seule dans cette grande maison ancienne, que c'était dangereux, que je pourrais tomber, me blesser, et que personne ne serait là pour m'aider. J'ai senti mon estomac se retourner. Mes mains ont tremblé en tenant le magazine que je ne lisais même pas vraiment. Mais je ne bougeais pas. Je n'ai pas fait un seul bruit. Je suis restée là, immobile, respirant lentement, pendant que mes propres enfants planifiaient mon avenir, comme si je n'existais déjà plus. Étienne a continué à parler, et sa voix avait ce ton pratique et décidé qu'il utilisait quand il concluait des affaires au cabinet comptable où il travaillait à Dijon. Il a dit que la maison valait beaucoup d'argent, que le terrain était grand et bien situé, et que si j'allais dans une maison de retraite, il pourrait tout vendre et utiliser l'argent pour garantir mes soins, et qu'il resterait même une bonne somme à partager entre eux. Claire a immédiatement acquiescé, ajoutant que je devenais confuse, que j'oubliais des choses, que la semaine dernière, j'avais laissé une casserole sur le feu et avait failli causer un incendie, ce qui était un mensonge complet, car je n'ai jamais fait cela de ma vie. J'ai senti la colère monter dans ma gorge comme une bile amère, mais je me suis forcée à rester calme. J'avais besoin d'en entendre davantage. J'avais besoin de comprendre jusqu'où allait cette trahison. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il puisse l'entendre depuis la cuisine. Je suis restée assise là, le magazine tremblant dans mes mains ridées, absorbant chaque mot venimeux qui sortait de la bouche des deux personnes que j'avais élevées, nourries, aimées inconditionnellement pendant des décennies. Étienne a mentionné un avocat, quelqu'un qui pourrait les aider à obtenir une procuration pour gérer mes affaires pendant que j'étais encore assez compétente pour signer des papiers. Claire a ri. Ma propre fille a ri de cette idée, comme si c'était une blague, comme si toute ma vie pouvait se résumer à des signatures sur des documents qui me retireraient tout ce pourquoi j'avais travaillé aux côtés d'Henri pendant toute une vie. Alors j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacée jusqu'aux os. Il ne faisait pas cela parce qu'il se souciait de moi. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de l'attention, c'était de la pure cupidité. Mes enfants, que j'avais élevés pour être des personnes honnêtes et bonnes, me voyaient seulement comme un obstacle entre eux et un héritage qui n'existait même pas encore parce que j'étais vivante, respirant, pensant, ressentant chaque coup de poignard qu'ils m'enfonçaient dans le dos, sans même avoir la décence d'attendre ma mort pour montrer qui ils étaient vraiment. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La tristesse que je ressentais a commencé à se transformer en quelque chose de différent, quelque chose de plus fort. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était de la détermination. J'avais passé 28 jours dans un silence forcé,
isolés du monde, dépendant de leur bonne volonté pour tout. Et ils avaient utilisé ce temps non pas pour me réconforter ou m'aider, mais pour conspirer contre moi. Maintenant que mon oui était revenu, j'avais quelque chose qu'ils ne savaient pas que je possédais. J'avais de l'information. J'avais du pouvoir. Et plus important encore, j'avais le temps de planifier exactement quoi faire avec tout ce que je venais de découvrir. La pluie continuait à tomber dehors, de plus en plus fort, et le ciel d'octobre était sombre, comme s'il faisait nuit, bien qu'il ne soit que 4 heures de l'après-midi. Je suis restée assise dans ce fauteuil, le livre sur mes genoux, écoutant mes enfants détruire l'image que j'avais d'eux, mot par mot, tout en décidant que je ne serais pas une victime facile. Pas après tout ce que j'avais vécu. Pas après avoir survécu à l'occupation allemande quand j'étais enfant, d'avoir construit une vie aux côtés d'Henri à partir de rien, d'avoir élevé 2 enfants seuls après sa mort il y a 3 ans. Je ne serai pas jetée comme un vieux meuble qui ne sert plus à rien. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris en 71 ans de vie. Quand vous perdez quelque chose d'important, que ce soit l'ouïe ou la foi dans les gens que vous aimez, vous avez 2 choix. Vous pouvez vous abandonner à la douleur et la laisser vous consumer, ou vous pouvez utiliser cette douleur comme carburant pour faire quelque chose que personne n'attend de vous. Et en cet après-midi pluvieux, en écoutant mes enfants planifier ma fin sans savoir que chaque mot était gravé dans ma mémoire avec une clarté douloureuse, j'ai choisi la 2e option. Mais avant de raconter ce que j'ai fait ensuite, avant de révéler comment j'ai transformé ce moment de trahison en quelque chose qui changerait notre famille pour toujours, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Si vous m'écoutez maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, c'est peut-être parce que vous avez déjà ressenti quelque chose de similaire dans votre propre vie. Peut-être avez-vous aussi été sous-estimé, ignoré, traité comme si votre voix n'avait plus d'importance. Et si c'est le cas, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de ce voyage, parce que ce qui s'est passé après cet après-midi va montrer qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité et enseigner à ceux que nous aimons le vrai sens du respect et de la famille. Si vous aimez cette histoire et voulez savoir comment tout cela s'est terminé, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Savoir que je ne suis pas seule dans tout cela me donne la force de continuer à partager ce que j'ai vécu. Ce soir-là, après qu'Étienne et Claire soient finalement partis en pensant que je n'avais rien entendu, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de tisane de camomille et j'ai commencé à réfléchir. La maison était silencieuse à nouveau, mais cette fois c'était un silence différent, un silence que je contrôlais. J'ai regardé autour de la cuisine où j'avais préparé des milliers de repas pour ma famille, où Henri et moi prenions le petit déjeuner tous les jours avant qu'ils partent travailler au vignoble local, où mes enfants faisaient leurs devoirs pendant que je préparais le dîner. Chaque coin de cette maison racontait une histoire, gardait un souvenir. Et maintenant, je découvrais que pour Étienne et Claire, tout cela n'était qu'un actif immobilier à liquider. J'ai pris un vieux cahier que j'utilisais pour noter des recettes et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit tout ce que j'avais entendu cet après-midi, chaque détail, chaque mot, comme si je documentais un crime, parce qu'au fond, c'était exactement cela. Un crime contre l'amour, contre la confiance, contre tout ce qu'une mère croit quand elle regarde ses enfants et voit en eux la continuation de tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Mais j'ai aussi écrit autre chose. J'ai écrit un plan. Un plan pour enseigner à Étienne et Claire une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Une leçon sur qui j'étais vraiment et sur ce que signifie manquer de respect à quelqu'un qui vous a donné la vie. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai continué à faire semblant d'être sourde. J'ai continué à dépendre d'eux pour de petites choses. J'ai continué à les laisser me traiter comme un enfant incapable de prendre des décisions. Mais chaque fois qu'Étienne venait me rendre visite et parlait trop fort, gesticulant exagérément comme si j'étais idiote, je notais tout dans mon cahier. Chaque fois que Claire oubliait de m'apporter les médicaments que je demandais, ou quand elle fouillait dans mes armoires à la recherche de documents importants en pensant que je ne le remarquais pas, je notais. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque moment de manque de respect était enregistré avec la précision de quelqu'un qui sait qu'un jour tout cela devrait être révélé. Mais ce qui m'a vraiment brisé,
C'était une conversation que j'ai entendue la 3e semaine, après le retour de mon ouïe. C'était un jeudi après-midi, et Étienne avait amené un homme qu'il a présenté comme Pierre Durand, un ami qui travaillait dans l'immobilier. Il pensait que je faisais la sieste dans ma chambre, mais j'étais éveillée, appuyée contre la porte, écoutant chaque mot. Pierre a parcouru la maison en faisant des commentaires sur la valeur du terrain, sur comment l'emplacement était parfait pour un petit lotissement de maisons modernes, sur combien de profits pourraient être réalisés avec cette propriété. Étienne approuvait tout, enthousiaste, calculant à voix haute combien d'argent entrerait dans sa poche dès qu'il réussirait à me convaincre de signer une procuration. À ce moment-là, en regardant à travers la fente de la porte le fils que j'avais élevé, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement le cœur, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose lié à la foi que nous avons dans les gens, à l'espoir que l'amour que nous plantons fleurira un jour en bonté et gratitude. Mais là se trouvait la preuve vivante que j'avais échoué en tant que mère. Ou pire, que j'avais élevé 2 étrangers qui portaient mon nom de famille, mais ne portaient rien des valeurs qu'Henri et moi avions essayé d'enseigner. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'en était assez. Que le moment était venu d'arrêter simplement, d'observer et de commencer à agir. Parce qu'il y a une limite à ce qu'une personne peut supporter d'être traitée comme si elle n'existait pas, comme si sa voix n'avait pas d'importance, comme si toute sa vie pouvait être effacée avec une signature sur un papier. Et j'avais atteint cette limite. Mais que ferais-je? Comment une femme de 71 ans, seule, pourrait-elle affronter 2 enfants adultes déterminés à prendre tout ce qui m'appartenait? Comment pourrais-je leur prouver, et surtout me prouver à moi-même, que j'avais encore la force de me battre pour ma dignité et mon foyer? La réponse est venue d'un endroit inattendu, d'un vieux souvenir que je pensais avoir oublié, de quelque chose qu'Henri m'avait dit quelques mois avant de mourir et qui à ce moment-là a pris un sens complètement nouveau. Mais cela, vous ne le découvrirez que si vous continuez avec moi jusqu'au prochain chapitre de cette histoire. Parce que ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je ne m'imaginais même pas capable de faire. Quelque chose qui a changé non seulement ma relation avec mes enfants, mais aussi qui j'étais en tant que personne. Et je vous garantis, chaque mot de ce qui suit est vrai, chaque émotion était réelle, et chaque leçon apprise a été payée à un prix bien trop élevé. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil de novembre était encore faible à l'horizon quand je me suis levée. J'ai préparé un café fort et me suis assise à nouveau à la table de la cuisine avec mon cahier de notes. J'ai relu tout ce que j'avais écrit ces dernières semaines, et j'ai réalisé que j'avais entre les mains quelque chose de très puissant. Ce n'était pas seulement un registre de ce qu'Étienne et Claire avaient dit et fait. C'était une carte complète de leurs intentions, de leurs plans, de chaque mouvement qu'ils prévoyaient de faire pour me retirer de ma propre maison. Et avec cette carte, je pouvais anticiper chacun de leurs pas et toujours avoir une longueur d'avance. Mais je savais que les confronter directement ne suffirait pas. Ils nieraient simplement tout, diraient que j'étais confuse, que mon âge me faisait imaginer des choses. J'avais besoin de quelque chose de plus concret, quelque chose qui les ferait se regarder dans le miroir et voir exactement ce qu'ils étaient devenus. Alors j'ai pensé à Henri, à comment il résolvait les problèmes quand il dirigeait le vignoble où il a travaillé pendant 40 ans. Il disait toujours que la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un n'était pas par les mots, mais par des actions qui révélaient des conséquences réelles. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose qu'Henri m'avait raconté peu avant de mourir. Nous étions assis dans le jardin, regardant les roses qu'il aimait tant, quand il a pris ma main et m'a dit qu'il avait laissé une lettre pour moi, gardée dans le petit coffre-fort que nous avions dans le bureau. Il m'a fait promettre de n'ouvrir cette lettre que si un jour je sentais que j'avais besoin de ses conseils pour quelque chose de très important. Pendant 3 ans, cette lettre était restée scellée, parce que je n'avais jamais trouvé de situation qui justifiait de l'ouvrir. Jusqu'à maintenant. Je me suis levée de table, j'ai marché jusqu'au bureau au 2e étage de la maison, et j'ai ouvert le coffre-fort avec la combinaison que seul moi connaissais. À l'intérieur, parmi des documents importants et quelques bijoux anciens de la famille d'Henri, se trouvait une enveloppe jaunie avec mon nom écrit de sa calligraphie.
Mes mains tremblaient quand j'ai déchiré le seau et retiré 2 feuilles de papier soigneusement pliées. J'ai commencé à lire, et à chaque ligne, mes yeux se sont remplis de larmes. Henri avait écrit cette lettre en sachant qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Il connaissait nos enfants mieux que je ne l'imaginais. Dans la lettre, il me racontait qu'il avait toujours perçu chez Étienne une certaine froideur quand il s'agissait d'argent, une préoccupation excessive pour l'héritage et le patrimoine qui le mettait mal à l'aise. Il mentionnait aussi Claire, disant qu'il l'aimait profondément, mais craignait qu'elle ait hérité de la cupidité de sa famille à lui, quelque chose qu'il avait toujours essayé de combattre en lui-même. Henri écrivait qu'il me connaissait assez bien pour savoir que si je lisais cette lettre, c'était parce que quelque chose de grave s'était produit et qu'il voulait me donner non seulement des mots de réconfort, mais aussi des outils pour me protéger. Sur la 2e page, Henri révélait quelque chose que je n'avais jamais su. Il avait modifié son testament 6 mois avant de mourir, mais ne m'avait jamais raconté les détails parce qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Le testament original laissait tout diviser également entre moi, Étienne et Claire. Mais la nouvelle version était différente. Dans celle-ci, Henri laissait la maison et toutes les propriétés exclusivement pour moi, avec une clause très spécifique. J'aurais le contrôle total sur tout tant que je vivrais, et seulement après ma mort, les biens seraient divisés entre nos enfants. Mais il y avait une condition. Si à un moment donné, il était prouvé qu'Étienne ou Claire avaient tenté de me contraindre, me manipuler ou tirer avantage de ma situation pour obtenir l'héritage avant le temps, ils seraient automatiquement déshérités et tout irait aux institutions caritatives qu'Henri avait spécifiées. Je me suis assise dans la chaise du bureau, la même où Henri passait des heures à faire des comptes et planifier l'avenir de la famille, et j'ai laissé les larmes couler librement. Mon mari, même après sa mort, me protégeait encore. Il avait prévu exactement ce qui se passait maintenant et avait pris des mesures pour garantir que je ne reste pas sans défense. Mais lire cette lettre m'a aussi rempli d'une tristesse profonde, parce que cela signifiait qu'Henri avait toujours su que nos enfants étaient capables de cela. Il espérait simplement que nous n'arriverions jamais à ce point. J'ai respiré profondément, séché mes larmes et relu la lettre une fois de plus. Henri terminait en disant qu'il avait confiance en moi pour faire ce qui était juste, que j'étais plus forte que je ne l'imaginais et que peu importe ce qui arriverait, il serait toujours avec moi en esprit, guidant mes pas. C'était comme s'il était là dans la pièce, tenant ma main, me disant que tout allait bien de me battre pour ma dignité, que tout allait bien d'être dur quand c'était nécessaire, que l'amour véritable signifiait parfois enseigner des leçons difficiles. J'ai rangé la lettre à nouveau dans le coffre-fort et descendu les escaliers avec un sens renouvelé du but. Je savais ce que je devais faire. Je devais réunir Étienne et Claire, révéler que j'avais récupéré mon ouïe et les confronter avec tout ce que j'avais entendu. Mais plus que cela, je devais leur montrer les conséquences réelles de leurs actions, non seulement avec des mots, mais avec des actes concrets qui leur feraient comprendre la gravité de ce qu'ils avaient fait. J'ai appelé Étienne et lui ai dit, tout en faisant semblant d'avoir encore du mal à entendre, que je devais lui parler ainsi qu'à Claire de quelque chose d'important le dimanche suivant. Il a accepté immédiatement, pensant probablement que je céderais finalement et signerais les papiers qu'il voulait tant. J'ai raccroché le téléphone et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Les jours jusqu'au dimanche sont passés lentement. J'ai continué ma routine normale, faisant semblant de ne pas entendre quand il parlait au téléphone devant moi en planifiant plus de détails sur la vente de la maison et mon départ pour une maison de retraite. Chaque conversation que j'écoutais ne faisait que renforcer ma détermination. Ils avaient choisi ce chemin et maintenant, ils devraient faire face aux conséquences. Le samedi soir, veille de notre rencontre, je me suis assise seule dans le salon et j'ai regardé autour de moi. Cette maison contenait toute une vie de souvenirs. Les murs de pierre avaient été témoins de la naissance de mes enfants, de leurs premiers mots, de leurs premiers pas. Là, Henri et moi avions ri, pleuré. Nous étions disputés et réconciliés 1000 fois. Chaque meuble, chaque tableau au mur, chaque objet décoratif avait une histoire. Et maintenant, mes propres enfants voulaient transformer tout cela en argent, comme si les souvenirs pouvaient être convertis en chiffres sur un compte bancaire.
Mais ce qui me faisait le plus mal était de réaliser que j'avais échoué à leur transmettre les valeurs les plus importantes. Où était le respect? Où était la gratitude? Où était la simple reconnaissance que j'étais un être humain avec des sentiments, des désirs et des droits? Ils me voyaient seulement comme un obstacle, une vieille femme sourde qui se trouvait sur leur chemin. Et cela, plus que n'importe quel mot cruel qu'ils auraient pu dire, était ce qui me brisait vraiment le cœur. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Je suis resté couché dans le lit à regarder le plafond, écoutant les sons de la vieille maison grinçant avec le vent, pensant à tout ce que je dirais le lendemain. Je devais être forte, je devais être claire, mais surtout, je devais être juste, même si la justice a parfois un goût amer. Quand le dimanche est arrivé, je me suis réveillée avec l'estomac noué. J'ai mis ma plus belle robe, celle bleu marine, qu'Henri disait toujours qui rehaussait mes yeux. J'ai peigné mes cheveux blancs avec soin et me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait en retour n'était pas la même qu'il y a un mois. Il y avait quelque chose de différent dans mes yeux, une dureté qui n'était pas là avant, une détermination née de la douleur et de la trahison. Mais il y avait aussi de la dignité. Et c'était cette dignité que j'étais sur le point de défendre. Étienne et Claire sont arrivés ponctuellement à midi, comme convenu. Ils sont entrés dans la maison avec cet air de fausse préoccupation que je connaissais si bien, demandant trop fort comment j'allais, si j'avais bien mangé, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai simplement souri et fait un geste pour qu'ils s'assoient dans le salon. Ils se sont regardés, clairement surpris par mon calme, mais ont obéi. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui en velours bleu, et je les ai regardés tous les deux pendant un long moment en silence. Étienne commençait à s'impatienter, sur le point de dire quelque chose quand j'ai finalement ouvert la bouche. Et quand j'ai parlé, ma voix est sortie claire, ferme, parfaitement audible, sans aucune difficulté. J'ai dit seulement une phrase. Mon ouïe est revenu il y a 3 semaines. Et puis je suis restée silencieuse, observant l'impact de ces mots sur les visages de mes enfants. C'était comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti. D'abord est venue la confusion, Étienne clignant des yeux plusieurs fois comme s'il n'avait pas compris. Puis la compréhension a commencé à se répandre sur le visage de Claire, ses yeux s'écarquillant, ses joues devenant pâles. Et finalement, la panique. La pure et absolue panique de quelqu'un qui réalise qu'il a été pris en flagrant délit en train de faire quelque chose de terrible. Le silence qui a suivi mes paroles était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai observé chaque micro-expression sur leur visage, chaque changement dans leur posture. Claire a porté sa main à sa bouche, un geste instinctif de quelqu'un qui vient de comprendre l'ampleur de ce qui vient de se passer. Étienne, quant à lui, est resté figé pendant ce qui m'a semblé une éternité, son cerveau travaillant visiblement à toute vitesse pour trouver une échappatoire, une explication, n'importe quoi, qui pourrait minimiser les dégâts. La lumière du midi entrait par les grandes fenêtres du salon, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Et dans cette lumière, je pouvais voir chaque détail de leurs expressions. C'était comme si le temps s'était ralenti, me permettant de capturer ce moment, de le graver dans ma mémoire avec une précision photographique. Mes mains reposaient calmement sur les accoudoirs du fauteuil, mais mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Étienne a tenté de se récupérer en premier. Il a limpé sa gorge et forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux, essayant de faire paraître que c'était une nouvelle merveilleuse. Il a commencé à dire combien il était heureux, comme c'était un miracle, comme nous devions célébrer. Sa voix était trop aiguë, trop rapide, trahissant sa nervosité. Mais j'ai levé ma main demandant le silence, et quelque chose dans mon expression l'a fait se taire immédiatement. Ce n'était pas la mère qu'il connaissait qui était assise devant eux. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Claire était assise complètement immobile, ses mains agrippant les bras de la chaise avec tant de force que ses jointures étaient blanches. Je pouvais voir sa poitrine se soulever rapidement, sa respiration devenant superficielle. Des perles de sueur commençaient à se former sur son front malgré la fraîcheur de la pièce. Elle essayait de croiser mon regard, mais en était incapable, ses yeux se détournant constamment comme ceux d'un enfant pris en train de voler des bonbons. Alors j'ai commencé à parler. Ma voix était calme, presque douce,
Mais chaque mot était prononcé avec une clarté et une précision qui ne laissaient place à aucune ambiguïté. J'ai raconté en détail cet après-midi pluvieux d'octobre, quand mon ouïe était revenu. J'ai décrit où j'étais assise, comment je me sentais, le moment exact où j'avais entendu le premier son après presque 1 mois de silence. J'ai vu Étienne déglutir avec difficulté, sa pomme d'Adam montant et descendant visiblement. Puis j'ai commencé à réciter leur conversation dans ma cuisine, mot pour mot. J'ai décrit le ton qu'Étienne avait utilisé quand il parlait de me placer dans une maison de retraite, comme si je n'étais qu'un problème à résoudre, un dossier à classer. J'ai mentionné comment Claire avait ri nerveusement en parlant de la procuration, ce rire que je connaissais si bien, celui qu'elle utilisait depuis l'enfance quand elle était mal à l'aise, mais essayait de le cacher. À chaque détail que je révélais, je voyais la couleur se drainer davantage de leur visage. J'ai parlé de Pierre Durand, décrivant son costume gris, sa cravate bordeaux, même la façon dont il avait tapé sur les murs pour évaluer leur solidité. J'ai répété ses commentaires sur la valeur du terrain, sur les maisons modernes qui pourraient être construites ici, sur le profit que cela générerait. Étienne a essayé de m'interrompre à ce moment-là, levant la main, sa voix devenant plus forte, mais j'ai continué comme s'il n'avait rien dit. J'avais attendu des semaines pour ce moment, et personne ne m'arrêterait maintenant. J'ai mentionné les mensonges que Claire avait racontés sur moi laissant des casseroles sur le feu, sur ma supposée confusion mentale. Tu as dit que j'avais failli causer un incendie la semaine dernière. J'ai dit en la regardant directement dans les yeux. Mais ce jour-là, j'étais avec Marguerite toute l'après-midi. Tu t'en souviens, Claire? Ou le mensonge était-il si facile que tu n'as même pas pris la peine de vérifier les faits? Ma fille a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. J'ai parlé des conversations téléphoniques que j'avais entendues, des fois où il discutait de mes affaires devant moi comme si j'étais un meuble. J'ai mentionné les documents qu'Étienne avait apportés pour que je les signe, des papiers qu'il avait présentés comme de simples formalités administratives, mais qui, j'en étais certaine maintenant, étaient les premiers pas vers me retirer tout contrôle sur ma propre vie. Avec chaque révélation, l'atmosphère dans la pièce devenait plus lourde, plus oppressante. Claire avait commencé à pleurer silencieusement, des larmes coulant le long de ses joues sans qu'elle fasse aucun effort pour les essuyer. Ses épaules tremblaient légèrement, et je pouvais entendre de petits sanglots étouffés qu'elle essayait de retenir. Mais ce n'étaient pas des larmes de repentir sincère. C'étaient les larmes de quelqu'un qui vient de réaliser que son plan a échoué, que les conséquences étaient réelles et inévitables. Étienne, en revanche, montrait des signes différents. Sa mâchoire était serrée si fort que je pouvais voir les muscles se contracter sur les côtés de son visage. Ses mains étaient devenues des poings sur ses genoux. Je reconnaissais cette posture. C'était la même qu'Henri adoptait quand il essayait de contrôler sa colère. Mais là où Henri contrôlait sa colère par respect et amour, Étienne la contrôlait par calcul, essayant de trouver le meilleur angle d'attaque pour sa défense. Quand j'ai finalement terminé de relater tout ce que j'avais entendu, le silence dans la pièce était si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac du vieux réveil dans le couloir, chaque seconde marquée semblant résonner comme un coup de marteau. J'ai laissé ce silence s'étirer, s'approfondir, devenir presque insupportable. Je voulais qu'ils ressentent le poids de leurs actions, qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils avaient fait. C'est alors qu'Étienne a explosé. Il s'est levé brusquement, sa chaise grinçant contre le parquet de bois. « Maman, tu as mal compris !» Sa voix était forte, presque désespérée. « Nous étions juste préoccupés par ta sécurité. Tu vis seul dans cette grande maison, et si quelque chose t'arrivait ?» Il gesticulait en parlant, ses mains coupant l'air comme s'il essayait de découper la réalité en morceaux plus acceptables. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé les mots sortir de sa bouche dans un flot précipité d'excuses et de justifications. Il a dit que j'avais sorti leur conversation de leur contexte, que c'était des discussions hypothétiques sur un futur lointain, que toute famille responsable devrait avoir ce genre de conversation. Il a mentionné des statistiques sur les accidents domestiques chez les personnes âgées, sur les dangers de vivre seul après un certain âge. Il a même essayé de faire appel à l'émotion, disant qu'il ne pourrait jamais se pardonner s'il m'arrivait quelque chose et qu'il n'avait rien fait pour me protéger. Te protéger ? J'ai finalement parlé,
ma voix coupant à travers son discours comme une lame. En planifiant de me retirer ma maison, en mentant sur ma santé mentale pour justifier une procuration. En calculant combien d'argent vous pourriez gagner de ma propriété pendant que je suis encore vivante? Chaque question était une accusation et je les ai laissées planer dans l'air entre nous. Claire a essayé une approche différente. Entre ses sanglots, elle a commencé à parler de son amour pour moi, de combien elle se souciait de mon bien-être. « Maman, je t'aime », elle a dit d'une voix brisée. Tout ce que nous voulions, c'était t'aider. Tu ne peux pas comprendre à quel point c'est difficile de te voir vieillir, de s'inquiéter pour toi chaque jour. Ses larmes coulaient plus librement maintenant, et une partie de moi, la partie qui était restée mère malgré tout, voulait la consoler. Mais je me suis forcée à rester ferme. « Si tu m'aimais vraiment, Claire, » j'ai dit doucement, « tu aurais parlé avec moi, pas sur moi. Tu aurais respecté mes désirs, pas planifié comment les contourner. » J'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux à ces mots. Une réalisation peut-être que son amour proclamé n'avait pas correspondu à ses actions. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de révéler ce que j'avais découvert dans le coffre-fort. Je me suis levée lentement de mon fauteuil, chaque mouvement délibéré et mesuré. Mes articulations protestaient légèrement, un rappel de mon âge que je ne pouvais ignorer. Mais je me suis tenue droite, refusant de montrer quelque faiblesse que ce soit en ce moment crucial. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », j'ai dit en me dirigeant vers le bureau. J'ai entendu Étienne et Claire échanger un regard derrière moi, probablement se demandant ce qui allait suivre. Quand je suis revenue, portant la lettre d'Henri et une copie du testament, leurs visages sont devenus encore plus pâles, si c'était possible. Je me suis rassise, plaçant les documents sur la table basse entre nous avec un soin délibéré. La lettre d'Henri était dans son enveloppe originale, jaunie par le temps, mon nom écrit de sa main familière sur le devant. Le testament était dans une chemise légale bleue, officielle et intimidante. « Votre père » j'ai commencé, ma voix se brisant légèrement en prononçant ces mots, savait que ce jour pourrait venir. J'ai ouvert l'enveloppe et sorti la lettre, mes mains tremblant légèrement alors que je touchais les pages qu'Henri avait touchées, les mots qu'il avait écrits pour me protéger même dans la mort. J'ai lu la lettre à voix haute, chaque mot résonnant dans le silence de la pièce. Quand j'ai atteint la partie où Henri mentionnait ses préoccupations spécifiques sur Étienne et l'argent, j'ai vu mon fils reculer comme s'il avait été giflé. Il savait, Étienne a murmuré, plus pour lui-même que pour nous. Papa savait. La partie sur Claire était tout aussi dévastatrice. Quand j'ai lu comment Henri craignait qu'elle ait hérité de certaines tendances familiales qu'il avait passé sa vie à combattre, ma fille a émis un son étranglé, quelque part entre un sanglot et un gémissement. « Non », elle a dit faiblement. « Papa ne pouvait pas penser ça de moi. »« Mais il le pensait, Claire », j'ai répondu doucement. « Et maintenant, vous savez pourquoi. » J'ai ensuite ouvert le testament, tournant les pages jusqu'à trouver les clauses pertinentes. J'ai lu à voix haute les dispositions qu'Henri avait faites, comment il m'avait laissé tout jusqu'à ma mort, et surtout la clause de déshéritage. L'impact de ces mots a été dévastateur. Étienne s'est levé si brusquement que sa chaise a basculé en arrière, tombant sur le sol avec un bruit sourd qui a fait sursauter Claire. Son visage était devenu rouge vif, les veines sur son cou saillant, alors qu'il essayait de contrôler sa rage. « C'est injuste !» il a crié, sa voix se brisant avec l'émotion. « Nous sommes ses enfants, nous avons des droits. »« Des droits ?» j'ai répété, ma propre voix montant maintenant. « Tu parles de droits pendant que tu planifiais de me voler les miens ? Tu parles de justice alors que tu mentais sur ma santé mentale ?» Je me suis levée pour lui faire face, et malgré le fait qu'il me dépassait d'une tête, c'est lui qui a reculé. Tout ce que ton père t'a donné dans sa vie, il te l'a donné par amour. J'ai continué. Chaque mot mesuré et délibéré. Mais l'amour exige le respect en retour. Et le respect, Étienne, c'est quelque chose que tu as oublié de me donner. Mon fils a commencé à dire quelque chose sur l'injustice de tout cela. Comment Henri n'avait pas le droit de faire de telles conditions, comment ils étaient ses enfants et méritaient leur héritage indépendamment de ce qu'ils faisaient. Et dans cette réaction, j'ai vu la confirmation de tout ce que je craignais. Il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était seulement en colère d'avoir été pris et de devoir faire face à des conséquences réelles.
Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? J'ai demandé, sentant mon cœur se serrer. Ce n'est pas à propos de l'argent, ce n'est pas à propos de la maison. C'est à propos de qui tu es devenu, du genre d'homme qui peut regarder sa mère et ne voir qu'un obstacle à surmonter. Claire s'était effondrée complètement maintenant. Elle était tombée de sa chaise et était à genoux sur le sol du salon, ses mains pressées contre son visage, ses épaules secouées de sanglots violents. « Je suis désolée », elle a répété encore et encore comme un mantra, comme si dire ces mots assez de fois pourrait effacer tout ce qui s'était passé. « Maman, je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai regardé ma fille brisée sur le sol et j'ai senti mon cœur se déchirer. Une partie de moi voulait descendre, la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait bien. Mais je savais que si je le faisais maintenant, ce serait une trahison envers moi-même, envers Henri, envers tout ce que nous avions essayé de construire et d'enseigner. « Claire, » j'ai dit, ma voix devenue douce mais ferme. Le pardon n'est pas quelque chose que tu peux simplement demander et recevoir. C'est quelque chose qui doit être gagné à travers des actions, pas des larmes. Tu as fait des choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Je me suis rassise dans mon fauteuil, sentant soudain le poids de mon âge, la fatigue émotionnelle de cette confrontation. J'ai regardé mes deux enfants, un debout, tremblant de rage contenue, l'autre à genoux, submergé par le chagrin. Et j'ai réalisé que ce moment changerait notre famille pour toujours. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Vous avez un choix à faire maintenant », j'ai dit, ma voix calme mais inflexible. Vous pouvez partir d'ici et ne jamais revenir, emportant avec vous seulement vos consciences coupables et la certitude que vous avez perdu non seulement un héritage matériel, mais aussi l'amour et le respect de votre mère. J'ai fait une pause, laissant ces mots s'installer. Ou vous pouvez rester, écouter ce que j'ai à dire et essayer, vraiment essayer, de reconstruire ce qui a été brisé. Mais sachez que ce ne sera pas facile et que cela prendra du temps, peut-être beaucoup de temps. Étienne m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine pure dans ses yeux. Dans ce regard, j'ai vu l'enfant qu'il avait été disparaître complètement, remplacé par un étranger que je ne reconnaissais plus. « Tu jouis de ça, n'est-ce pas ?» Il a dit avec mépris. « Tu utilises papa comme excuse pour être cruel. Au fond, tu as toujours eu tes préférés. Et maintenant tu utilises cette situation pour nous punir. » Ces mots étaient comme des couteaux, conçus pour blesser, pour détourner la culpabilité de lui vers moi. Mais j'avais passé des semaines à me préparer pour ce moment, et je ne me laisserai pas déstabiliser. « Si c'est vraiment ce que tu crois, Étienne, » j'ai répondu calmement, « alors tu ne m'as jamais vraiment connu. Et peut-être que c'est là le vrai problème. Peut-être que tu n'as jamais voulu me connaître comme une personne, seulement comme une mère qui devait répondre à tes besoins et désirs. » Mon fils m'a regardé pendant un long moment, son menton tremblant de rage contenue. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la bataille entre son orgueil blessé et peut-être, juste peut-être, une petite partie de lui qui savait que j'avais raison. Mais l'orgueil a gagné. Il a attrapé son manteau du porte-manteau près de la porte et l'a enfilé avec des mouvements brusques et violents. « La porte est ouverte, Étienne. » J'ai dit doucement. « Le choix t'appartient. » C'étaient les derniers mots que je pouvais lui offrir. La dernière olive de paix, aussi mince soit-elle. Il a hésité, sa main sur la poignée de la porte, et pendant un instant j'ai pensé qu'il pourrait se retourner. Mais ensuite, il a ouvert la porte et est sorti, la claquant derrière lui avec une telle force que les cadres sur les murs ont tremblé et qu'un vase sur la table près de l'entrée a vibré dangereusement. Le son a résonné à travers la maison comme un coup de feu, final et définitif. J'ai entendu ses pas rapides sur le gravier de l'allée, puis le bruit de sa voiture démarrant et s'éloignant, le moteur rugissant dans sa hâte de partir. Et puis, le silence. Un silence différent de tous ceux que j'avais connus auparavant. C'était le silence de quelque chose qui s'était brisé de façon irréparable. Claire était toujours sur le sol, mais ses sanglots s'étaient calmés en tremblements silencieux. Elle leva les yeux vers moi, son visage ravagé par les larmes, son mascara créant des traînées noires sur ses joues. Dans ses yeux,
Je voyais quelque chose de différent de ce que j'avais vu chez Étienne. Il y avait de la douleur, oui, mais aussi peut-être une lueur de compréhension, une reconnaissance de ce qu'elle avait fait et perdu. « Je ne sais pas si je peux vivre avec moi-même après ça », elle a murmuré, sa voix à peine audible. « Comment ai-je pu faire ça à toi? À nous ?» Ces questions n'étaient pas adressées à moi, mais à elle-même. Un début peut-être d'une vraie introspection, d'une véritable prise de conscience. Je me suis levée lentement et me suis approchée d'elle. Je ne l'ai pas touchée, pas encore, mais je me suis tenue assez près pour qu'elle puisse lever les yeux et voir mon visage. « Claire », j'ai dit doucement, « le fait que tu te poses ces questions est déjà un début. Mais les réponses ne viendront pas aujourd'hui, ni demain. Elles viendront avec le temps, avec des actions qui montrent que tu as vraiment compris ce qui s'est passé ici. » Ma fille a hoché la tête faiblement, utilisant le bord de sa manche pour essuyer son visage. Elle s'est lentement relevée, ses jambes tremblant sous elle. Elle laisse rester là, indécise, ne sachant clairement pas quoi faire ensuite. Une partie d'elle voulait probablement courir après son frère, retrouver le confort de la familiarité, même si cette familiarité était toxique. Mais une autre partie, je pouvais le voir, savait que ce serait la mauvaise chose à faire. « Tu devrais rentrer chez toi maintenant », j'ai dit, non pas avec cruauté, mais avec fermeté. « Tu as beaucoup à réfléchir, beaucoup à traiter, et moi aussi. » Claire a acquiescé, ramassant son sac à main d'une main tremblante. Elle s'est dirigée vers la porte, marchant comme quelqu'un qui porte un poids invisible sur ses épaules. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. « Maman », elle a commencé, puis s'est arrêtée, cherchant les bons mots. « Je sais que désolé ne suffit pas. Je sais que j'ai détruit quelque chose de précieux. Mais je veux que tu saches que je vais essayer. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de devenir quelqu'un que tu peux être fier d'appeler ta fille à nouveau. » Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité brute, ont touché quelque chose en moi. Ce n'étaient pas des promesses vides ou des platitudes. C'était une reconnaissance de la réalité, un premier pas hésitant vers quelque chose qui pourrait ressembler à la rédemption. « Alors montre-moi », j'ai répondu simplement. Pas avec des mots, mais avec des actions. Montre-moi qui tu peux devenir. Claire a hoché la tête, et cette fois, quand elle est partie, elle a fermé la porte doucement derrière elle. Pas de claquement violent, pas de déclaration dramatique. Juste un clic doux qui semblait contenir à la fois une fin et peut-être, juste peut-être, la possibilité d'un nouveau commencement. Et alors j'étais seule. La maison qui avait été remplie de voix, de tensions, d'émotions si intenses qu'elles semblaient presque visibles, était maintenant enveloppée dans un silence profond. Je suis restée debout dans le salon pendant un long moment, regardant la porte par laquelle mes enfants étaient de partis, sentant le poids de tout ce qui venait de se passer s'installer sur mes épaules. Mes jambes ont soudainement semblé incapables de me porter plus longtemps. Je me suis effondrée dans mon fauteuil, et c'est seulement alors, seule dans le silence de ma maison, que j'ai permis à mes propres larmes de couler. Elles sont venues lentement au début, puis en un torrent qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Je pleurais pour mes enfants, pour l'innocence qu'ils avaient perdue, pour les adultes qu'ils étaient devenus. Je pleurais pour Henri, souhaitant qu'il soit là pour me guider à travers ce moment impossible. Je pleurais pour la famille que nous avions été et pour ce que nous étions devenus. Mais au milieu de ces larmes, il y avait aussi quelque chose d'autre. Un soulagement peut-être, de ne plus avoir à prétendre, de ne plus porter le poids du silence et de la tromperie. J'avais dit ma vérité, j'avais défendu ma dignité. Et même si le coût avait été élevé, peut-être avais-je perdu un fils et endommagé ma relation avec ma fille de façon peut-être irréparable, j'avais gardé quelque chose de plus précieux encore. Je m'étais gardée moi-même. Les semaines suivantes ont été les plus solitaires de ma vie. La maison qui avait toujours été remplie de voix, de visites, de mouvements, ressemblait maintenant à un mausolée silencieux. Étienne n'a plus donné de nouvelles. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour lui, comme si cette confrontation avait définitivement coupé tout lien qui nous unissait encore. Claire m'a appelé quelquefois, des conversations courtes et inconfortables où elle essayait de maintenir le contact sans vraiment parler de ce qui s'était passé,
comme si ignorer l'éléphant dans la pièce pourrait tout ramener à la normale. Mais je n'étais pas intéressée à revenir à la normale. La normale, c'était être irrespecté, ignoré, traité comme un objet sans volonté propre. Si la solitude était le prix que je devais payer pour ma dignité, alors j'étais prête à le payer. J'ai passé ces jours à m'occuper du jardin, à ranger la maison, à lire les livres que j'avais toujours voulu lire, mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. J'ai redécouvert qui j'étais au-delà d'être mère, au-delà d'être épouse. J'ai redécouvert Denise Marceau, la femme qui existait avant tous les rôles que la vie m'avait attribués. C'est pendant une de ces matinées solitaires, alors que je taillais les rosiers qu'Henri avait plantés, que j'ai eu une visite inattendue. C'était Marguerite, ma voisine de 82 ans qui habitait la propriété à côté. Elle est apparue à la clôture qui séparait nos terrains, portant un panier avec des pains faits maison encore chauds et un sourire gentil sur son visage ridé. Marguerite avait toujours été une femme observatrice, de celles qui remarquent tout mais ne parlent que quand c'est vraiment nécessaire. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a simplement dit qu'elle avait remarqué que j'étais seule ces derniers temps, qu'elle ne voyait plus mes enfants venir me rendre visite et qu'elle pensait que j'aurais peut-être besoin de compagnie. Je l'ai invitée à entrer et nous avons préparé du thé dans la cuisine, cette même cuisine où tout avait commencé il y a des semaines. Et là, assise à table, j'ai tout raconté. Chaque détail, chaque douleur, chaque mot de cet après-midi terrible de confrontation. Marguerite m'a écouté en silence, tenant simplement ma main de temps en temps quand ma voix faiblissait. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant un long moment, regardant par la fenêtre le jardin où les feuilles dorées tombaient lentement des arbres. Puis elle m'a raconté sa propre histoire. Elle m'a dit qu'elle avait vécu quelque chose de similaire avec ses enfants il y a de nombreuses années, quand elle était devenue veuve. Elle m'a raconté comment ils avaient essayé de la convaincre de vendre sa maison et de déménager près d'eux, non par amour, mais par commodité et intérêt financier. Mais Marguerite avait fait quelque chose de différent. Au lieu de les confronter directement, elle les avait laissés penser qu'elle accepterait. Elle les avait laissés faire leurs plans, calculer leurs profits. Et puis, un jour avant la prétendue vente de la maison, elle avait réuni tout le monde et avait simplement dit non. Elle avait dit qu'elle avait changé d'avis, qu'elle resterait où elle était jusqu'au jour de sa mort et qu'il pouvait accepter ou non. Certains de ses enfants étaient furieux. D'autres avaient finalement compris. Mais tous avaient appris une leçon importante sur le respect de l'autonomie de quelqu'un, même quand cette personne est une mère âgée. L'histoire de Marguerite m'a donné une perspective différente. J'ai réalisé que ce que je vivais n'était pas unique, que d'innombrables femmes de notre âge traversaient ou avaient traversé des situations similaires. Il y avait quelque chose de systémique dans la façon dont la société voyait les personnes âgées, particulièrement les femmes, comme si nous cessions d'avoir de la valeur et des droits en atteignant un certain âge. Et cela devait changer, non seulement pour moi, mais pour toutes les Denise et Marguerite du monde. Cet après-midi-là, Marguerite et moi avons fait un pacte. J'ai décidé de créer un petit groupe de soutien pour les femmes âgées de notre communauté, un espace où nous pourrions partager nos expériences, nous renforcer mutuellement et apprendre à défendre nos droits et notre dignité. Marguerite a adoré l'idée et s'est proposée pour aider. Elle a dit qu'elle connaissait beaucoup de femmes qui bénéficieraient de quelque chose comme ça, des femmes qui se sentaient seules, dévalorisées, oubliées par leur propre famille. 2 semaines plus tard, nous avons eu notre première réunion. 7 femmes sont apparues dans mon salon, toutes âgées entre 60 et 85 ans. Chacune a apporté son histoire, ses douleurs, ses victoires. Nous nous sommes écoutées les unes les autres, sans jugement. Nous avons offert des conseils quand on nous le demandait. Et surtout, nous nous sommes rappelés mutuellement que notre âge ne diminuait pas notre valeur en tant qu'êtres humains. C'est dans ces réunions que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. En enseignant à d'autres femmes la dignité et le respect de soi, je guérissais vraiment ma propre blessure. Chaque histoire partagée, chaque larme essuyée, chaque sourire conquis me rappelait que j'avais fait le bon choix en me défendant. Que confronter mes enfants, aussi douloureux que cela ait été, était nécessaire non seulement pour moi, mais aussi comme exemple qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre voie. Pendant ce temps, Claire continuait à appeler.
Les appels sont devenus plus fréquents, plus longs, plus honnêtes. Elle a commencé à parler de ce qui avait motivé ses actions, de comment elle se sentait sous pression d'Étienne, de ses propres insécurités financières qui lui avaient fait voir l'héritage comme une solution magique à ses problèmes. Je n'ai pas accepté ces justifications comme des excuses, mais je les ai écoutées comme des explications. Et lentement, très lentement, quelque chose a commencé à changer entre nous. Un jour, 3 mois après ce dimanche fatidique, Claire est apparue à ma porte sans prévenir. Elle était différente. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle a demandé à entrer et à s'asseoir, et puis elle a fait quelque chose qui m'a complètement surprise. Elle a présenté ses excuses. Ce n'était pas une demande générique et vide. C'était spécifique, détaillé, reconnaissant chaque erreur, chaque mot cruel, chaque moment de manque de respect. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a fait pleurer pour la première fois depuis cette confrontation. Elle a dit qu'elle avait commencé une thérapie, qu'elle essayait de comprendre pourquoi elle était devenue cette personne capable de trahir sa propre mère. Elle a dit qu'elle travaillait sur sa relation avec l'argent, sur ses insécurités, sur son besoin d'approbation d'Étienne. Elle a dit qu'elle n'espérait pas être pardonnée immédiatement, qu'elle savait que la confiance devait être reconstruite avec des actions au fil du temps, mais qu'elle voulait essayer. Elle voulait être la fille que je méritais, la fille dont Henri aurait été fier, même si cela prendrait des années pour y arriver. J'ai regardé Claire et j'ai vu, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, non pas la femme adulte avec tous ses défauts et échecs, mais aussi la petite fille qu'elle avait été autrefois. L'enfant qui me faisait des dessins à l'école, qui me serrait dans ses bras quand elle avait peur, qui me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Cette petite fille existait encore quelque part à l'intérieur de la femme assise devant moi. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais l'aider à retrouver le chemin du retour. Je n'ai pas promis un pardon immédiat. Je n'ai pas dit que tout était oublié. Mais j'ai tendu ma main à travers la table et j'ai pris la sienne. J'ai dit que j'appréciais son honnêteté, que je respectais son courage d'affronter ses erreurs, et que j'étais prête à essayer, un jour à la fois, de reconstruire quelque chose qui pourrait être appelé une relation mère-fille à nouveau. Claire a pleuré, mais cette fois c'étaient des larmes différentes. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, peut-être même d'espoir. Nous sommes restées assises là pendant des heures à parler de tout. D'Henri, de souvenirs d'enfance, des erreurs que nous avions toutes les deux commises au fil des années. Parce que j'ai réalisé que j'avais aussi ma part de responsabilité. Peut-être avais-je été trop permissive, peut-être n'avais-je pas établi de limites claires, peut-être avais-je confondu l'amour avec ne jamais dire non. Quant à Étienne, il ne m'a plus jamais contacté. J'ai entendu par Claire qu'il était furieux, qu'il se sentait trahi, qu'il disait à tout le monde que j'étais une mère cruelle et injuste. Une partie de moi ressentait de la douleur pour cela. Après tout, il était encore mon fils. Il portait encore en lui des cellules qui avaient fait partie de moi. Mais une autre partie, celle qui avait appris la dignité et le respect de soi, savait que je ne pouvais pas me tenir responsable de ses choix. J'avais offert une chance de réconciliation et il avait choisi son orgueil et sa colère. Peut-être qu'un jour, Étienne se réveillerait et réaliserait ce qu'il avait perdu. Peut-être qu'un jour, il comprendrait que l'argent et les propriétés ne réchauffent personne pendant les nuits froides, que l'héritage matériel ne remplace pas l'amour véritable d'une mère. Et si ce jour arrivait, s'il apparaissait à ma porte avec un repentir sincère, je l'écouterais. Mais je n'attendrais pas assise. Je ne mettrais pas ma vie en pause en attendant que mon fils décide s'il valorisait notre relation plus que son ressentiment. Les mois ont passé et ma vie a trouvé un nouveau rythme. Le groupe de femmes a grandi. Bientôt, nous étions 15, puis 20. Des femmes de toute la région de Dijon ont commencé à venir, chacune apportant ses histoires, ses luttes, ses victoires. Nous sommes devenus un réseau de soutien. Une famille choisie, basée non sur le sang, mais sur le respect mutuel et la compréhension partagée. Claire est devenue une présence régulière dans ma vie à nouveau, mais notre relation était différente maintenant. Il y avait des limites claires, des attentes établies, de l'honnêteté au lieu de fausses courtoisies. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et d'une certaine façon, c'était plus fort que ce que nous avions avant,
parce que c'était construit sur la vérité au lieu d'illusions confortables. Par un après-midi de printemps, presque 1 an après cette confrontation qui avait tout changé, j'étais dans le jardin en train de planter de nouveaux rosiers près de ceux qu'Henri avait laissés. Claire est venue m'aider, et pendant que nous travaillions côte à côte dans la terre encore humide de la pluie matinale, elle m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Elle m'a demandé si je pensais qu'Henri serait fier de la façon dont j'avais géré tout cela. J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé les roses autour de nous, leurs pétales rouges et jaunes se balançant doucement dans la brise. J'ai pensé à Henri, à son sourire doux, à ses mains fortes tenant les miennes, à sa voix me disant que j'étais plus forte que je ne l'imaginais. Et puis j'ai souri. J'ai dit à Claire que oui, je croyais qu'Henri serait fier. Non pas parce que j'avais été dure ou inflexible, mais parce que j'avais défendu ma dignité sans perdre ma compassion. Parce que j'avais établi des limites, sans fermer des portes définitivement. Parce que j'avais montré que l'amour véritable signifie parfois laisser les gens faire face aux conséquences de leurs actions, même quand cela fait mal. Henri disait toujours que le plus grand cadeau que nous pouvons donner à quelqu'un n'est pas de le protéger de toute douleur, mais de lui enseigner comment trouver la force en lui-même pour surmonter les défis. Et c'était ce que j'essayais de faire, tant avec mes enfants qu'avec les femmes de notre groupe. J'essayais de planter des graines de dignité et de respect de soi qui pourraient fleurir même dans les sols les plus difficiles. Ce soir-là, seule dans ma maison qui ne semblait plus si grande ni si vide, je me suis assise dans le fauteuil en velours bleu avec une tasse de thé et j'ai regardé autour de moi. Les murs gardaient encore les mêmes souvenirs, les mêmes tableaux pendaient encore aux mêmes endroits. La vieille horloge marquait toujours le temps avec son tic-tac constant. Mais quelque chose de fondamental avait changé. J'avais changé. Je n'étais plus la femme qui acceptait silencieusement d'être irrespectée au nom du maintien de la paix. Je n'étais plus la mère qui confondait l'amour avec ne jamais dire non. J'étais Denise Marceau, une femme de 71 ans qui avait redécouvert sa voix et qui n'avait pas peur de l'utiliser. Une femme qui avait appris que la solitude choisie avec dignité est infiniment meilleure que la compagnie conquise par la soumission. Et pendant que je buvais mon thé et écoutais la pluie commencer à tomber dehors, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai ressenti la paix. Pas la fausse paix qui vient d'ignorer les problèmes, mais la vraie paix qui vient de les affronter la tête haute. La paix de quelqu'un qui sait qu'elle a fait ce qui était juste, même quand c'était difficile. La paix de quelqu'un qui se regarde dans le miroir et reconnaît la personne qu'elle voit reflétée. Mon histoire n'a pas eu la fin de conte de fées que certaines personnes espèrent. Il n'y a pas eu de réconciliation magique où tout le monde s'est embrassé et a oublié le passé. Il n'y a pas eu de moment mélodramatique de rédemption où Étienne est tombé à genoux pour demander pardon. La vraie vie fonctionne rarement ainsi. Mais il y a eu quelque chose de peut-être plus précieux. Il y a eu de la croissance. Il y a eu de l'apprentissage. Il y a eu la découverte qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité et enseigner à ceux qui nous entourent le vrai sens du respect. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi dans ce voyage, si vous avez écouté mon histoire jusqu'à la fin, je veux que vous sachiez une chose. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes irrespecté, ignoré ou manipulé par ceux qui devraient vous aimer, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que votre voix compte, que votre dignité a de la valeur, qu'il n'est jamais trop tard pour vous défendre. Cela peut faire mal, cela fera probablement mal, mais à la fin, quand vous vous regarderez dans le miroir et verrez quelqu'un que vous respectez vous regarder en retour, vous comprendrez que cela en valait la peine. C'est mon histoire. L'histoire de comment j'ai perdu mon ouïe, et en la récupérant, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus important. J'ai découvert ma voix. Et cette voix, construite sur 71 ans d'expérience, de douleur, de joie et de leçons, est quelque chose que personne ne pourra plus jamais me retirer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chaque mot de ce voyage qui a changé non seulement ma famille, mais qui je suis en tant que personne, alors vous savez que ce n'était pas juste une histoire de plus. C'était un morceau de mon âme exposé, une blessure qui fait encore mal, mais qui a commencé à cicatriser de la bonne manière. Pendant que je vous parle maintenant, je suis assise dans ce même fauteuil en velours bleu où tout a changé. La pluie tombe dehors, tout comme cet après-midi d'octobre qui a transformé ma vie.
Et je me demande combien d'entre vous écoutent cela seuls dans vos maisons. Combien ont déjà ressenti cette même douleur d'être invisible pour ceux qui devraient vous voir en premier? Parce que je sais que je ne suis pas seule dans tout ça. Je sais qu'il existe des milliers de femmes comme moi, comme vous peut-être, qui ont déjà été traitées comme si leur voix n'avait plus d'importance. Des femmes qui ont élevé des enfants, construit des foyers, sacrifié des rêves, seulement pour découvrir que tout cela a été oublié au moment où elles sont devenues trop vieilles pour être prises au sérieux. Ce n'était pas facile de raconter cette histoire. Chaque mot m'a coûté des larmes que je pensais avoir déjà toutes versées. Mais je l'ai partagée parce que j'avais besoin que vous sachiez que défendre votre dignité n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. C'est se regarder dans le miroir et reconnaître que cette personne qui vous regarde mérite encore du respect, a encore de la valeur, a encore le droit de vivre avec autonomie et amour véritable. Feriez-vous la même chose que j'ai faite? Auriez-vous le courage de confronter vos propres enfants, sachant que vous pourriez les perdre? Ou continueriez-vous en silence, acceptant des miettes de respect pendant que votre maison, votre vie, vos rêves seraient planifiés par d'autres comme si vous n'existiez déjà plus? Ce n'est pas une question facile. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacune de nous porte des histoires différentes, des blessures différentes. Mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'entendre votre voix, parce que pendant des semaines, j'ai vécu dans le silence. Et maintenant, je comprends que nos voix ensemble sont plus fortes que n'importe laquelle seule. Écrivez ici, en bas, d'où vous m'écoutez. De France? D'Algérie? De quelque part où vous vous sentez aussi seul en livrant des batailles que personne ne voit? Racontez-moi si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Si vous avez déjà été sous-estimé à cause de votre âge, manipulé par ceux qui devraient vous protéger, ignoré comme si vos décennies de sagesse ne valaient rien. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup. Parfois, une seule phrase porte le poids de toute une vie de douleur gardée. Et si vous n'avez jamais vécu cela, mais que vous connaissez quelqu'un qui le vit, partagez cette histoire avec elle. Parce que peut-être, juste peut-être, mes mots pourront lui donner le courage qu'il m'a fallu 71 ans pour trouver. Peut-être a-t-elle besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule, que sa douleur est valide, que se battre pour sa dignité ne fait pas d'elle une mauvaise mère, juste une femme qui est encore vivante et mérite d'être traitée comme telle. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Quand j'ai décidé de créer ce groupe de femmes avec Marguerite, quand j'ai entendu leurs histoires, j'ai réalisé que chaque commentaire, chaque histoire partagée, chaque « moi aussi j'ai vécu ça » a un pouvoir immense. Pouvoir de guérison, pouvoir de validation, pouvoir de nous rappeler que nous ne devenons pas folles, que nous ne sommes pas dramatiques, que notre douleur est réelle et mérite d'être reconnue. C'est pourquoi je demande, laissez votre commentaire, pas pour moi, mais pour vous-même. Parfois, écrire sur notre douleur est le premier pas pour la transformer en force. Et quand vous écrirez, d'autres femmes liront et penseront « Elle comprend ce que j'ai vécu ». Et cette connexion, cette sororité silencieuse entre étrangères qui partagent des blessures similaires, peut sauver quelqu'un de la solitude qui a failli me consumer. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres choix, vos propres limites, vos propres batailles silencieuses, alors faites partie de ce voyage avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je vais continuer à partager des histoires comme celle-ci. Des histoires de femmes réelles qui ont trouvé de la force là où elles pensaient ne plus rien avoir. Des histoires qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre voix. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Parce que chaque histoire que j'apporterai ici, chaque expérience que je partagerai, peut être exactement ce que vous avez besoin d'entendre le jour où vous douterez le plus de vous-même. Peut-être le mot juste au bon moment qui fait toute la différence entre continuer en silence ou finalement dire ça suffit. Vous m'avez donné la force de raconter mon histoire jusqu'au bout. Maintenant, je veux connaître la vôtre. Chaque commentaire que je lis, chaque histoire que j'écoute, me rappelle pourquoi ça vaut la peine de continuer à me battre, continuer à parler, continuer à exister avec dignité, même quand le monde insiste pour nous faire disparaître. Alors dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Qu'avez-vous ressenti en écoutant mon histoire? Feriez-vous la même chose que moi? L'avez-vous déjà fait? Pensez-vous à le faire? Vos mots comptent, votre expérience compte, vous comptez.
et je suis ici, lisant chaque commentaire, honorant chaque histoire partagée, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes que nous ne pourrions jamais l'être seules. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin, de m'avoir donné votre temps, votre attention, peut-être même vos larmes. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Jusqu'à la prochaine histoire, jusqu'à notre prochaine rencontre. Et souvenez-vous toujours, votre voix mérite d'être entendue. Ne laissez personne, même pas ceux que vous aimez, vous faire oublier cela.